On arrive enfin à la tragédie de Tiananmen, ce qui a marqué la fin d'une décennie et un virage vers une autre vision de la Chine, disons. La tragédie s'explique de diverses façons, je suppose. C'est toujours un mélange de, des événements particuliers et des causes plus profondes. Pour ce qui est des causes plus profondes, pour commencer, je dois noter que la décennie des années 80 avait été une décennie extrêmement optimiste, donc sur le plan intellectuel. C'est-à-dire, après le choc de la mort de Mao Zedong, le contentement qui a accompagné la fin de la révolution culturelle, la période de transition vers un nouveau leadership, une période qui était assez, qui a rendu les gens assez nerveux, disons. Arrivé dans les années 80, il y avait beaucoup de choses positives. Les réformes mises en marche, la prospérité dans les régions rurales, la possibilité de changement, l'ouverture de la Chine vers l'étranger, l'accueil offert aux étrangers en Chine. Pour beaucoup d'intellectuels, y compris les étudiants à l'université, c'était comme un nouveau mouvement du 4 mai, une nouvelle période d'illumination. Il y avait énormément de livres, de séries de télévision, de films, etc., qui a été importé en Chine, traduit en chinois. Au point où, encore une fois, les intellectuels, la plupart du monde élite, des penseurs de la Chine, croyaient que la Chine allait assez rapidement progresser vers une transition démocratique. C'était pas que tout le monde était clair quel genre de démocratie la Chine serait, mais c'était comme si tout le monde était convaincu que l'histoire entière mondiale s'en allait dans ce sens-là, que la finalité partout dans le monde serait une finalité démocratique et que la Chine allait se joindre au reste de la civilisation pour devenir eux aussi euh, un type de régime démocratique. Encore une fois, sans savoir si ça serait une personne en vote ou euh, une autre formule, mais tout le monde croyait que c'était ça qui s'en venait, que la Chine, encore une fois, allait se joindre à la civilisation telle que représentée par l'Occident. Alors, et les étudiants aussi. Or, la réalité de la vie étudiante ne correspondait pas à cet optimisme. Les universités étaient parmi les derniers points de focus du régime. Euh, Ils avaient commencé à réformer, comme on l'a vu tout à l'heure, l'agriculture, l'industrie, plein de choses. Les universités restaient extrêmement pauvres. Je me rappelle comment j'ai vécu dans les universités chinoises au début des années 80. Les étudiants chinois vivaient souvent 8 dans une toute petite chambre avec des lits superposés. Pas de place dans la chambre pour étudier. Les bibliothèques étaient mal équipées. Les étudiants n'avaient pas accès aux livres. Il fallait passer par un bibliothécaire. Les cours n'avaient pas été mis à jour. Les profs avaient beaucoup souffert pendant la révolution culturelle. Ils s'en remettaient avec la difficulté. Donc le contraste entre une Chine qui se tournait vers l'avenir, vers l'Occident, vers le progrès, et les universités où tout était resté pas mal comme ça avait été depuis longtemps, sous-financé, sale, la bouffe insalubre, immangeable, immonde, quoi qu'il en soit. Les étudiants avaient ras-le-bol. Donc ils étaient optimistes jusqu'à un certain point, mais l'optimisme
doit se retrouver dans la réalité, ou sinon, à un moment donné, on commence à être moins optimiste. Et c'est ça qui était en train de se passer vers la fin de la décennie des années 80. S'ajoute à ça la pratique en Chine des allocations du travail. Le système traditionnel dictait que pour chaque étudiant qui terminait son programme d'études, c'était le gouvernement qui trouvait son emploi. Ça fait partie de l'économie planifiée, et donc ça avait toujours été le cas. Et les étudiants trouvaient que ce système, qui ne respectait pas du tout leurs droits ou leurs intérêts individuels, rimait pas du tout avec la nouvelle Chine qui avait annoncé ses couleurs. Encore une fois, un contraste entre une Chine qui prétend vouloir avancer vers l'avenir avec de gros pas et un système très communiste, très arriéré au jeu des étudiants, et un système qui laissait peu de place finalement pour leurs ambitions, pour ce qu'ils voulaient faire. Autre problème étaient les privilèges des Korgansedi. Korgansedi, ça veut dire les enfants des hauts cadres. J'avais dit tout à l'heure qu'une réaction de la part de l'appareil étatique à toutes les réformes mises en marche par Deng Xiaoping a été un certain cynisme, ainsi qu'une corruption qui était assez répandue et qui est demeurée problématique jusqu'à nos jours. Là, parmi les choses les plus visibles était justement ce groupe d'enfants des hauts cadres qui profitaient de leur statut pour s'enrichir, pour demander des pots de vin, etc. Donc ils trichaient, ils commerçaient ou tablaient sur leur statut pour s'arroger les privilèges que les autres ne pouvaient pas même rêver. Et donc ça, c'était quelque chose qui, encore une fois, a travaillé pas mal les étudiants à l'université. Finalement, le discours du parti concernant l'avenir, concernant la réalité, semblait peu attirant, peu valorisant. On a vu les affiches tout à l'heure disant que les Chinois sont formidables. Pour un étudiant à l'université, ça ne suffit pas. Et s'ajoute à tout cela le fait que je dois dire que la première vague positive des réformes venait à sa fin. C'est-à-dire que ça a très bien été dans les villages, dans le secteur agricole, une croissance, une richesse qui avait encouragé plein de monde. Or, en ville ou dans le secteur industriel, ainsi que dans le secteur de l'éducation, les choses avaient pas mal traîné. Et donc, pour tout l'optimisme qui avait caractérisé la décennie des années 80 plutôt, tiré à sa fin, et les étudiants avaient un peu ras-le-bol. Cela dit, il y avait des événements qui ont traduit ce malaise général dans un mouvement qui a fini par coûter la vie à quelques milliers de personnes. Et voilà, vous voyez devant vous le déroulement des événements. À la mi-avril en 89, il y avait la mort de Hu Yaobang. Hu Yaobang a été un leader qui avait été favorable, ou avait dit des choses favorables à l'égard des étudiants. Les étudiants avaient fait des manifestations à plusieurs reprises dans les années avant 89, les petites manifestations. Et Hu Yaobang avait défendu les jeunes, avait dit que leur doléance n'était pas sans fondement, qu'ils avaient le droit de s'exprimer de cette façon-là. Et donc, il avait été toujours vu comme un champion des jeunes. Lors de sa mort, en Chine, lors
de la mort d'un leader ou d'un personnage important, il y a le droit de faire un deuil public. C'est un des seuls moments où on peut organiser un truc pour sortir dans la rue sans risquer grand-chose. Ça c'est vu comme faisant partie de la piété filiale confucienne. Et donc, quand Wu Yaobang est mort, des milliers d'étudiants sont sortis dans la rue pour faire leur deuil de façon publique. Et c'était comme un premier pas vers une mobilisation sociale plus générale. Après est venu le 4 mai 1989, qui est le 70e anniversaire du mouvement du 4 mai. Et ça aurait été maladroit de la part des autorités d'intervenir pour essayer de calmer les étudiants le jour même ou dans la période de la célébration de cet anniversaire. L'anniversaire, rappelons-le nous, qui marque l'engagement politique de la part des étudiants dans la vie sociale et politique chinoise. Peu après, vient l'arrivée de Gorbatchev, le leader russe à l'époque, Gorbatchev qui représentait pour les étudiants le symbole d'ouverture, de réforme, d'avenir, et qui représentait pour le Parti communiste une véritable crainte d'une perte de pouvoir, une crainte qui sera réalisée quand plus tard cette année l'Union soviétique va tomber en ruine et perdre son empire. Les étudiants profitent de cette série d'événements pour organiser une grève de faim et c'est suivi finalement par l'organisation des manifestations et l'occupation de la place Tiananmen. La place Tiananmen, encore une fois, c'est la place principale à Beijing. C'est énorme, c'est au centre de la ville. Et donc, il faut imaginer quelques semaines d'activité étudiante avec les hauts et les bas. C'était pas, je pense, organisé de façon centrale. C'est plus une chose qui a mené à une autre chose, le tout encouragé par la série d'événements qui commence encore une fois par la mort de Wu Yaobang et qui finit avec l'arrivée de Gorbatchev. Vous voyez ce que ça a donné. Ils ont façonné une imitation du Statue of Liberty américain. Et là, c'est dans la place Tiananmen. Là, c'est le nom des universités qui avaient envoyé les étudiants pour participer. Et c'est de partout dans toute la Chine. Donc, c'était un mouvement assez énorme. Ça comprend des centaines de milliers de participants. Là, c'est la place Tiananmen, pas mal investi par les jeunes. On peut imaginer à quel point ça ferait friquer le leadership en Chine et n'importe où, franchement. Là, c'est un des leaders, Wang Dan. Je crois qu'il est au Canada maintenant. Euh, Arrivé à ce point-ci, quand ils avaient occupé la place Tiananmen, c'était assez bien organisé. Donc, c'est-à-dire que c'était pas le bordel intégral. Les gens pouvaient passer parmi les tentes et sans danger. Donc, il n'y avait pas de risque réel et physique pour qui que ce soit. Ce n'était pas un mouvement qui s'annonçait comme violent. En termes de revendication, ils revendiquaient un dialogue avec le leadership. Ils voulaient être traités comme des égaux quelque part dans le processus décisionnel sur ce que la Chine allait devenir. Ils revivent un peu le mur de la démocratie, et c'est la même chose. Activité frénétique, échange d'idées, affichage de posters, revendications politiques de tout genre. Là, on voit, c'est sans doute là où se déroule la grève de faim.
Et là, ça donne un peu le sens de l'atmosphère, un peu hippie, un peu baba cool avec les peace signs, tout ça. Là, c'est le quotidien du peuple, le journal principal de la Chine. Et ça signifie que les gens qui étaient dans la place, ou qui se sont joints aux étudiants, c'était pas que les étudiants. Il y avait plein de monde qui venait de plein de milieux, que les journalistes du côté du peuple se mettent à côté des étudiants, c'était quand même quelque chose. Et c'est quelque chose qui va faire craindre euh, encore plus le régime. Si le régime perd ses organes de propagande, c'est que c'est le début de la fin, en quelque sorte. Il n'y avait pas que les journalistes non plus, il y avait des banquiers, il y avait beaucoup de gens. Donc, si le mouvement a commencé par être un mouvement étudiant, en cours de route, c'est devenu un mouvement plus général. Et il faut dire que les étudiants avaient l'appui, on le croit, de la vaste majorité du peuple de Pékin. Euh, et on va ça à corser un peu. Et les troupes débarquent. Et on voit tout de suite que les troupes se font encercler par les citoyens de Beijing. Les citoyens de Beijing ont essayé d'arrêter, ils ont arrêté de par leur masse le déplacement des troupes vers le centre où se trouvaient les étudiants. Et les citoyens de Beijing ont tenté les soldats de ne pas tirer sur les étudiants. On peut voir dans leur visage la détermination de la part des citadins de dissuader les soldats de la mission avec laquelle ils avaient été chargés. On peut voir également dans les visages des soldats la consternation, ils ne savent pas trop quoi faire. Et pour le leadership de la Chine, c'était encore plus risqué. Si l'armée hésite à exécuter les ordres du centre, encore une fois, c'est très grave. Je sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un de toute évidence qui urge les soldats d'aller de l'avant malgré l'opposition de la population générale de Beijing. Ça continue, mais finalement la violence commence dans la nuit du 4 juin, 3 ou 4 juin, je ne me rappelle plus à quel moment. Donc c'est les soldats qui tirent sur les étudiants dans la place et ailleurs, et la population réagit avec une colère terrible. Là, c'est le peuple qui ont brûlé les camions, les chars blindés. Et c'est encore là, c'est des émeutes qui ont suivi le massacre de Tiananmen. Quelqu'un blessé. Voilà, c'est le peuple qui transporte quelqu'un qui est blessé à l'hôpital. Et donc, comment comprendre ça? Pourquoi la brutalité? Euh, il me semble que le leadership aurait pu désamorcer la situation avec moins de violence. Et je ne sais pas exactement où on est la recherche sur cette question-là. Je pense là-dedans, il y avait les souvenirs de la révolution culturelle. Euh, le leadership de la Chine, comme Deng Xiaoping, était âgé. Ils avaient passé à travers beaucoup de souffrances euh, pendant la révolution culturelle. Ils craignaient que la même chose n'arrive de nouveau et que ce soit juste par prétexte ou par crainte réelle, je pense qu'ils ont décidé que ils allaient mettre fin à cela une fois pour toutes.
Il y avait peut-être aussi la colère d'un père face aux enfants rebelles. La culture politique chinoise, malgré un siècle de révolution, demeure une culture pas mal confucienne. La notion, c'est qu'avec l'âge et avec la position vient une autorité qui se doit d'être respectée. Cette idée que les étudiants universitaires pouvaient dialoguer en tant qu'égaux avec le leadership du Parti communiste, le leadership de la Chine communiste, cette idée-là a été mal prise. Et je pense aussi qu'il y avait un désir de réaffirmer l'autorité ultime. Ça faisait des semaines et des semaines que Beijing, la capitale, avait été le bordel. Le monde entier l'avait vu. Un des trucs qui est venu avec Gorbatchev, quand Gorbatchev a visité la Chine au mois de mai, les médias du monde entier sont venus pour témoigner de sa visite et ils ont profité pour tourner les scènes des étudiants faisant n'importe quoi dans la place Tiananmen, les grèves de faim, etc., etc. C'est une immense perte de face pour le leadership du parti et donc un geste définitif qui aurait l'effet de rétablir l'autorité absolue de la part du parti. On peut le comprendre comme ça aussi. J'ai même lu quelque part qu'ils ont décidé de tirer sur les étudiants parce qu'ils avaient presque perdu l'armée. Bon, c'est-à-dire, face à la possibilité que l'armée refuse d'exécuter les ordres du centre, ils ont trouvé quelqu'un qui tirerait sur les étudiants. Et une fois après la première balle aurait frappé un étudiant, ça serait joué. Parce que l'armée serait forcée d'emboîter le pas et faire la même chose. Juste après la suppression, il y avait des semaines, voire des mois, de reprise du contrôle que le parti a joué de façon assez intelligente. D'abord, ils ont lancé une campagne contre la corruption. Tout le monde déteste la corruption. Et donc, c'est un effort de distraire la population de ce qui venait de se passer. Ils ont blâmé un tout petit groupe de méchants. Donc, ils n'ont pas dit que c'était tous les jeunes qui étaient coupables. Ils ont lancé des campagnes de nationalisme et de patriotisme. Il y avait une image assez répandue à l'époque, mais j'arrive pas à la retrouver maintenant, d'un soldat brûlé, pendu d'un char blindé, utilisé par le parti aux fins de propagande pour dire aux Chinois, bah voilà où nous en sommes. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, c'est une façon de dire que oui, on a peut-être tiré sur les étudiants, et c'est pas bien, mais quand même, les autres, ils ont fait ça à nos chers soldats. Et ils ont souligné, comme toujours, la nécessité d'éviter le chaos. Donc, c'est clair que Tiananmen, le massacre de Tiananmen, a laissé une blessure dans la société chinoise. Il y a toujours un groupe qui s'appelle les mères de Tiananmen, les mères des jeunes morts lors du massacre, qui continuent à militer pour que les choses soient faites, sans beaucoup de succès. Depuis, le régime a tenté, tant bien que mal, à faire oublier la chose. Donc il y a des jeunes de votre âge, par exemple, qui ne savent même pas ce qui s'est passé. Il y en a qui savent que quelque chose de pas très bien s'est passé le 4 juin 1949, mais ils ne savent pas trop quoi. Et c'est un des termes qui est bloqué sur l'Internet en Chine. On ne peut pas lire là-dessus. Tout le monde apprend que ce n'est pas une bonne chose de parler de ça.